La pauvre femme de ménage a été renvoyée pour avoir aidé une petite fille. Une semaine plus tard, le gouverneur a frappé à sa porte. Claire Martin avait 31 ans et vivait seule dans un modeste studio au dernier étage d'un immeuble ancien, au cœur de l'île. Les murs, jaunis par le temps, sentaient la cire et le silence. Chaque matin, bien avant le lever du jour, elle enfilait son manteau râpé, attachait ses cheveux châtains en un chignon rapide et quittait son appartement, balai à la main et sac en bandoulière. Depuis 7 ans, elle travaillait comme femme de ménage dans une école publique du quartier Oisemez. Une routine bien rodée, marquée par les mêmes gestes répétés, les mêmes odeurs de détergent et les mêmes couloirs que personne ne regardait vraiment. Elle arrivait chaque jour à 6 heures du matin, saluait le gardien d'un hochement de tête timide, puis commençait sa tournée, vider les poubelles, nettoyer les salles, désinfecter les poignées de porte, faire briller les sols. Elle connaissait par cœur les recoins de l'établissement, les carreaux fêlés qu'elle contournait habilement, les craquements du plancher dans la salle des professeurs, les mots griffonnés sur les tableaux qu'elle effaçait sans jamais les lire vraiment. Claire était discrète, presque invisible, mais profondément attentive. Elle remarquait les larmes silencieuses sur le visage d'un enfant dans un couloir, les livres oubliés sur les bancs, les chaussures usées de certains élèves. Elle ne parlait presque jamais, mais son regard disait tout. Les professeurs la saluaient poliment, sans vraiment la voir. Pour eux, elle faisait partie du décor, comme les extincteurs ou les horloges murales. Sa vie en dehors de l'école était tout aussi silencieuse. Le soir, elle rentrait dans son studio, préparait une soupe aux légumes, écoutait la radio en sourdine, puis lisait un peu avant de s'endormir. Elle n'avait pas d'amis proches, pas de famille à visiter, juste quelques voisins qu'elle croisait sans jamais s'attarder. Elle n'était ni triste ni heureuse, simplement là, présente, attentive à un monde qui ne lui prêtait pas attention. Son enfance avait été marquée par l'absence. Absence de mère, de père, de repères. Ballottée de foyer en foyer, elle avait appris à se fondre dans le décor, à ne pas déranger. Cette capacité à s'effacer était devenue sa force, mais aussi son fardeau. Elle observait la vie des autres comme on regarde un film à travers une vitre, avec tendresse et résignation. Pourtant, malgré tout, Claire possédait une sensibilité rare, une sorte de douceur brute, une bienveillance innée. Elle offrait souvent des bonbons aux enfants qu'elle croisait, glissait des messages d'encouragement dans les cartables laissés ouverts, ramassait les dessins tombés sans qu'on le lui demande. Ce n'était pas de la charité, c'était un élan naturel, presque instinctif. Il y avait en elle une mélancolie discrète, comme une chanson douce qu'on n'écoute que lorsqu'on est seul. Ses gestes étaient précis, calmes, presque chorégraphiés. Nettoyer n'était pas une corvée, mais un rituel. Elle aimait remettre de l'ordre dans le chaos, faire briller ce qui semblait oublié, redonner un peu de clarté aux lieux usés. Le monde autour d'elle allait trop vite, toujours pressé, toujours bruyant. Elle, au contraire, avançait lentement, avec constance, comme si chaque pas avait son poids, chaque geste sa raison. On la remarquait peu, sauf quand elle n'était plus là. Mais elle voyait tout. Et c'est précisément cette attention silencieuse, cette écoute du monde dans ses moindres détails qui allait un jour tout changer. Claire n'attendait rien. Elle ne cherchait ni reconnaissance, ni miracle. Elle voulait juste faire son travail avec dignité, payer son loyer à temps, peut-être sourire à un enfant de temps en temps. Elle ne se doutait pas qu'un simple geste, une décision impulsive, allait bientôt bouleverser sa routine et l'entraîner bien au-delà des murs familiers de l'école. Car parfois, c'est justement dans le silence que naissent les histoires les plus puissantes. Ce jour-là, la pluie tombait sans relâche sur l'île. Les gouttes s'écrasaient sur les vitres de l'école avec une régularité presque hypnotique. Le ciel était d'un gris uniforme, épais, lourd comme un couvercle. Claire, fidèle à sa routine, passait la serpillière dans le couloir principal du rez-de-chaussée, concentrée sur son travail, malgré le martèlement constant de la pluie sur le toit. Le vacarme des enfants avait peu à peu disparu, remplacé par le silence paisible de la fin de journée scolaire. Les salles de classe étaient vides, les enseignants partis, les lumières s'éteignaient les unes après les autres. Seuls quelques employés terminèrent leur service. Alors qu'elle s'apprêtait à ranger son matériel, une sensation étrange la poussa à regarder par la fenêtre donnant sur la cour. Ce qu'elle vit la fit se figer net. Sous le vieux tilleul planté au centre du carré de béton,
Une petite silhouette était recroquevillée sur elle-même, immobile, trempée jusqu'aux os. Claire fronça les sourcils, la bouche entr'ouverte par la surprise. Qui pouvait bien être dehors à une heure pareille, sous une pluie aussi glaciale? Elle posa son seau, traversa rapidement le couloir et descendit les quelques marches qui menaient à la porte donnant accès à la cour. En poussant le battant, une bouffée d'air froid la frappa de plein fouet. Elle courut sans réfléchir vers l'enfant, son manteau battant contre ses jambes. Plus elle approchait, plus le malaise grandissait en elle. La fillette était si frêle, si petite, que son corps semblait perdu dans un manteau trop grand. Ses cheveux châtain clair collaient à son visage blême et ses bras étaient repliés sur ses genoux dans une tentative vaine de se réchauffer. Claire s'agenouilla à ses côtés. « Hé, tu vas bien, ma chérie? Qu'est-ce que tu fais là, toute seule ?» La petite releva les yeux lentement. Ses pupilles d'un vert doux brillaient de larmes contenues et sa bouche tremblait sous l'effet du froid. Elle ne répondit pas tout de suite, mais ne montrait pas non plus de peur. Il y avait dans son regard quelque chose de familier, un mélange de détresse et de résignation que Claire reconnaissait sans l'avoir jamais vu. « Comment tu t'appelles » demanda-t-elle plus doucement. « Élise » murmura la voix presque inaudible. « Où sont tes parents? Ou quelqu'un de l'école » La fillette secoua lentement la tête. Claire regarda autour d'elle. Personne. La cour était déserte, les fenêtres obscures. Tout indiquait que l'école était déjà fermée depuis un moment. Le cœur serré, elle ôta rapidement son écharpe pour l'enrouler autour des épaules de l'enfant. « Viens, on ne peut pas rester là. Tu vas tomber malade. » Elle l'aida à se lever. La petite Élise était gelée, ses membres raides et tremblants. Ensemble, elles rentrèrent dans l'établissement, où régnait déjà l'obscurité. Claire alluma les lumières du hall et la conduisit jusqu'à la petite salle des employés, où elle gardait parfois ses affaires personnelles. Elle attrapa une serviette propre dans le placard à linge et l'enroula autour de l'enfant. Puis, elle ouvrit sa boîte à déjeuner, dans laquelle restait un demi-croissant. Elle le tendit à Élise, qui hésita un instant avant de croquer timidement. Pendant que la fillette mangeait en silence, Claire réchauffa de l'eau dans la vieille bouilloire pour lui faire un chocolat chaud. L'odeur familière du cacao remplit bientôt la pièce, contrastant étrangement avec la situation surréaliste qu'elle vivait. Qui pouvait avoir oublié une enfant de cet âge? Comment cela avait-il pu passer inaperçu? Et pourquoi personne ne semblait la chercher? « Tu es dans quelle classe, Élise? Tu connais le nom de ta maîtresse ?» demanda Claire tout en lui tendant la tasse chaude. « Je suis dans la classe de Madame Leclerc, je crois. » Le ton hésitant de la fillette trahissait une confusion inhabituelle. Claire nota ce détail sans le relever à voix haute. Il y avait quelque chose d'étrange dans l'attitude d'Élise, comme si elle ne savait pas très bien où elle était, ou comme si elle ne se sentait pas vraiment à sa place. Pourtant, elle parlait avec douceur, sans peur, comme si elle connaissait déjà Claire depuis longtemps. « Tu veux que j'appelle quelqu'un? Tes parents ?» Élise baissa les yeux. « Maman est au ciel. Papa, il travaille beaucoup. » Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle ravala ses questions. Mieux valait ne pas brusquer cet enfant, dont le regard disait déjà bien plus que les mots. Elle lui caressa doucement les cheveux et resta assise à côté d'elle, en silence. Les minutes passaient lentement, enveloppées d'un calme inattendu. Quand la pendule indiqua près de 7 heures du soir, Claire décida qu'il était temps de faire quelque chose. Elle téléphona au gardien, qui promit de contacter la direction et de voir s'il avait un numéro d'urgence pour Élise. En attendant, elle resta là, assise à côté d'elle, tenant sa petite main froide dans la sienne. Ce soir-là, Claire ne rentra pas chez elle avec l'impression d'avoir nettoyé une école. Elle rentra avec l'étrange certitude d'avoir été au bon endroit, au bon moment. Elle ne savait pas encore à quel point cette rencontre allait changer sa vie, mais une chose était sûre, en partageant ce croissant et ce moment de chaleur, elle avait brisé, ne serait-ce qu'un instant, le silence glacé de son propre monde. Le lendemain matin, l'air était encore saturé d'humidité. Les pavés de la cour luisaient sous les lampadaires et une brume fine s'étirait au ras du sol. Claire, arrivée plus tôt que d'habitude, avait à peine franchi les portes de l'école qu'elle sentit quelque chose d'inhabituel. L'atmosphère était tendue. Le regard du gardien, d'ordinaire courtois et indifférent, semblait cette fois empreint de gêne lorsqu'il la salua. Elle poursuivit néanmoins son chemin, convaincue d'avoir simplement mal dormi ou d'être encore troublée par la soirée précédente. Elle se rendit directement à la salle des employés pour y déposer ses affaires, puis entreprit de nettoyer l'entrée principale.
Elle travaillait en silence, repensant au visage d'Élise, à ses petites mains tremblantes, à la douceur avec laquelle elle avait murmuré « merci » avant de partir, finalement confiée à une responsable du personnel venue en fin de soirée la récupérer. Claire n'avait pas dormi. Elle avait passé une grande partie de la nuit à s'interroger sur la solitude palpable de cet enfant, sur l'absence de réaction du personnel, sur l'étrange oubli qu'il avait laissé seul, sous la pluie, au milieu d'une cour vide. Aux alentours de 8 heures du matin, la voix sèche et autoritaire de la directrice, Madame Hélène Masson, brisa le calme du couloir. Claire sursauta en l'entendant appeler son nom d'un ton tranchant. « Madame Martin, dans mon bureau immédiatement, je vous prie. » Claire, le cœur battant, reposa la serpillière contre le mur et essuya ses mains sur son tablier. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais quelque chose dans le ton de la directrice ne présageait rien de bon. Elle entra dans le bureau, où l'attendait déjà Madame Masson, debout derrière son bureau, les bras croisés et les sourcils froncés. « Asseyez-vous. » Claire obéit en silence. « J'ai été informée de ce que vous avez fait hier soir. » Claire hocha la tête lentement, cherchant à comprendre l'ampleur de ce reproche implicite. « Vous avez recueilli une élève, seule, sans autorisation, sans en référer à quiconque, sans informer l'administration. Vous avez pris l'initiative d'interagir avec une enfant en dehors de vos fonctions. Cela dépasse de très loin votre cadre professionnel. »« Madame, L'enfant était seule sous la pluie. Elle tremblait de froid, il n'y avait personne. Je ne pouvais pas simplement passer mon chemin. Ce n'est pas votre rôle de juger ce qu'il faut faire ou non dans ce genre de situation, » coupa la directrice d'un ton glacial. « Vous êtes employée en tant qu'agente d'entretien, pas en tant qu'éducatrice ni assistante sociale. Il existe des procédures très claires pour ce type d'événement. Vous les avez ignorées. » Claire sentit une chaleur lui monter au visage, une incompréhension mêlée d'indignation. Elle n'avait rien fait d'autre que suivre son instinct, que protéger une enfant manifestement en détresse. Elle tenta de répondre, sa voix légèrement tremblante. « Je comprends qu'il y ait des règles, mais j'ai fait ce que j'estimais juste. Je ne pouvais pas laisser cette petite dehors. Elle aurait pu tomber malade. Elle avait peur. Ce n'est pas une question de sentiment, Madame Martin. Vous avez mis l'établissement dans une situation délicate. Imaginez si cet enfant avait été blessé sous votre surveillance. Les responsabilités et les risques juridiques. » Claire baissa les yeux, à la fois honteuse et révoltée. La directrice ouvrit alors un tiroir, en sortit une enveloppe blanche et la posa devant elle. « Vous trouverez ici votre lettre de licenciement. Votre contrat prend fin immédiatement. Vous êtes dispensé de préavis. » Le silence s'abattit dans le bureau. Claire, pétrifiée, n'osait pas bouger. Elle avait toujours été ponctuelle, consciencieuse, discrète. Jamais un mot plus haut que l'autre. Et la voilà chassée pour avoir tendu la main à une enfant abandonnée. « Vous pouvez récupérer vos affaires. Je vous demande de quitter les lieux avant l'arrivée des élèves, » ajouta la directrice en se détournant déjà vers ses papiers. Claire sortit du bureau comme dans un rêve. Elle traversa les couloirs vides, le cœur lourd, l'estomac noué. Personne ne la regardait. Elle n'existait plus. Elle reprit sa boîte, ses affaires, ses clés. Personne ne vint lui dire au revoir. Elle marcha lentement jusqu'à la sortie, sous un ciel à nouveau gris, les yeux embués de larmes qu'elle s'interdisait de laisser couler. Dehors, le vent s'était levé. Claire s'éloigna de l'école sans se retourner. Son monde, déjà si silencieux, venait de se rétrécir un peu plus. Claire ne retourna pas immédiatement chez elle après avoir quitté l'école. Elle erra dans les rues de l'île comme une âme sans ancrage, sans direction. Elle marchait sans regarder où elle allait, perdue dans un flot de pensées qui tournoyaient dans sa tête sans trouver d'issue. Les pavés glissant sous ses pas résonnaient dans le silence de son isolement. Chaque battement de cœur semblait émettre un écho douloureux. Chaque respiration était un effort. La décision brutale de la directrice résonnait encore dans ses oreilles, comme un coup de marteau. Elle avait été expulsée de sa vie sans ménagement, comme un objet devenu inutile. Quand elle franchit enfin la porte de son petit studio, la lumière grise du matin filtrait à peine par les rideaux tirés. Elle posa son sac au sol, retira lentement ses chaussures, puis s'effondra sur le canapé, incapable de pleurer, incapable de penser clairement. Elle resta là, immobile, pendant des heures, comme si le temps s'était arrêté avec la dernière phrase prononcée par Madame Masson. Les murs, d'ordinaire rassurants dans leur silence, lui paraissaient maintenant oppressants. Elle sentit le poids d'une solitude ancienne se refermer autour d'elle, une solitude qu'elle croyait avoir apprivoisée.
Les jours suivants s'écoulèrent avec une lenteur douloureuse. Claire évitait son téléphone, de peur d'entendre les voix de ceux qui auraient pu lui rappeler son statut, son absence de statut. Elle passait ses journées à ranger, à faire du tri, à frotter des objets déjà propres. Elle nettoyait mécaniquement tout ce qu'elle touchait, comme si elle pouvait effacer l'humiliation, comme si elle pouvait remettre de l'ordre dans le chaos intérieur qui l'envahissait. Le soir, elle gribouillait des mots sans suite sur un vieux carnet, couchait ses pensées dans des lignes incertaines, des phrases fragmentées, parfois juste des noms ou des souvenirs d'enfance qu'elle ne croyait plus avoir. Elle tenta bien de trouver de petits boulots. Elle contacta quelques agences de ménage, remit son CV en main propre à des supérettes, des laveries, même à un salon de coiffure. Mais les réponses se faisaient attendre ou ne venaient pas du tout. À chaque fois qu'on lui demandait pourquoi elle avait quitté son poste à l'école, elle bafouillait une explication floue, consciente que la vérité ne tiendrait pas dans une ligne de formulaire. Elle n'était pas seulement sans emploi, elle était sans reconnaissance, sans voix. Les jours se succédaient, et avec eux grandissait une forme de colère sourde, un sentiment d'injustice qui la rongeait de l'intérieur. Comment un acte de compassion avait-il pu se transformer en faute? Pourquoi personne n'avait-il pris sa défense? Élise, la petite Élise. Claire repensait souvent à elle, à ses yeux verts et à son air perdu. Elle se demandait ce qu'elle était devenue après ce soir-là. Avait-elle parlé à son père? Avait-elle été interrogée par quelqu'un? L'avait-on cru? Ou avait-elle, comme tant d'enfants silencieux, été réduite à un chiffre, à une ligne dans un rapport administratif? Un matin, alors qu'elle fouillait dans son sac à la recherche de quelques pièces pour acheter du pain, ses doigts effleurèrent un petit morceau de papier plié plusieurs fois. Intriguée, elle le sortit et le déplia lentement. Il s'agissait d'un dessin, simple, presque maladroit. Un cœur légèrement de travers, colorié au crayon rouge, et dessous, en lettres irrégulières, « Merci Claire ». Sa gorge se serra. Ce morceau de papier, qu'elle avait complètement oublié, fit remonter en elle une émotion brutale. Ce n'était pas un dessin parmi d'autres. C'était une preuve, une trace tangible que ce qu'elle avait fait avait compté pour quelqu'un. Pas pour la directrice, pas pour l'administration, mais pour une enfant. Et c'était cela qui comptait. Elle resta de longues minutes à observer ce dessin, le cœur battant, les larmes aux yeux. Puis, lentement, elle commença à repenser à des détails qui jusque-là lui avaient échappé. Élise n'avait mentionné aucun camarade de classe, aucun professeur qu'elle semblait connaître. Elle n'avait pas semblé certaine du nom de son enseignante. Et surtout, personne à l'école n'avait semblé s'alarmer de sa disparition. Il y avait eu une forme d'indifférence, une absence de panique, comme si cet enfant était là sans vraiment y être. Claire n'avait vu aucune fiche, aucune alerte, aucune réaction vive. Elle n'était plus certaine que les adultes de l'école savaient vraiment qui était Élise. Elle replongea dans ses souvenirs, analysant chaque minute de cette fin d'après-midi pluvieuse, la façon dont l'enfant l'avait regardée, comme si elle attendait quelqu'un depuis longtemps. Comme si elle avait reconnu en Claire quelque chose de familier, quelque chose de sûr. Elle se souvint alors d'une phrase qu'Élise avait prononcée « Maman est au ciel, papa travaille beaucoup ». Rien d'étonnant à première vue, mais maintenant ces mots résonnaient autrement. Ils semblaient appris, récités comme un automatisme. Cette prise de conscience n'apaisa pas Claire. Au contraire, elle la troubla davantage. Elle comprit qu'elle n'avait peut-être pas seulement été témoin d'un oubli. Il y avait autre chose, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore, mais qui la dérangeait profondément. Et au milieu de ce vide qui s'était emparé de sa vie, cette question devint une obsession. Qui était vraiment Élise? Pourquoi personne n'avait parlé d'elle le lendemain? Et comment une petite fille si fragile pouvait-elle passer aussi inaperçue? Claire sentit alors renaître en elle une forme de détermination. Elle n'avait plus rien à perdre. On lui avait enlevé son emploi, sa stabilité, mais pas sa capacité d'observer, de ressentir. Si le monde avait décidé de l'ignorer, alors elle irait chercher ses propres réponses. Elle ne savait pas encore où cela l'amènerait. Mais elle savait une chose, elle ne pouvait pas oublier Élise, et elle n'allait pas laisser cette histoire se dissoudre dans l'oubli. Le dessin d'Élise ne quittait plus le coin de la table de Claire. Elle l'avait posé là, à côté de son bol de café, comme un talisman discret mais puissant. Chaque matin, elle le regardait avant de commencer sa journée, désormais rythmée par des démarches infructueuses, des rendez-vous manqués et des attentes silencieuses.
Ce cœur un peu tordu, ces lettres tremblantes, c'était tout ce qu'il lui restait de cet enfant dont le regard continuait de la hanter. Depuis qu'elle avait retrouvé ce morceau de papier, son esprit ne parvenait plus à se détacher de ce moment passé dans la cour sous la pluie. Plus elle y pensait, plus elle sentait qu'il manquait quelque chose à cette histoire. Une semaine avait passé depuis son licenciement. Les jours n'avaient plus de structure, les heures s'étiraient, et même les bruits familiers de la rue semblaient étrangers. Un matin, en cherchant un reçu dans son sac, Claire tomba sur un autre objet qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Un petit morceau de tissu rose pâle, avec une broderie maladroite représentant une étoile. Ce n'était pas à elle. Elle reconnut immédiatement le motif. C'était un coin de la manche du pull qu'Élise portait ce soir-là. Le tissu avait dû s'accrocher dans la fermeture de son sac ou s'y glisser pendant qu'elle l'enveloppait dans la serviette. Elle le porta à son visage et sentit une odeur subtile de lessive douce, presque maternelle. Ce détail inattendu réveilla en elle une série de souvenirs flous. Elle se souvenait avoir demandé à Élise qui venait la chercher. L'enfant avait baissé les yeux sans répondre. Elle n'avait pas semblé surprise que personne ne soit là, comme si l'attente faisait partie de son quotidien. Claire avait connu cette sensation, elle aussi. Le banc froid à l'entrée d'un foyer, les heures à guetter une silhouette qui ne viendrait pas. Elle savait ce que c'était que d'être oubliée. En repensant à tout cela, un doute profond s'installa en elle. Et si Élise n'avait pas été oubliée par erreur? Et si son absence n'était pas le fruit d'un oubli mais d'un silence imposé? Plus elle creusait dans sa mémoire, plus elle se rendait compte qu'aucun adulte à l'école n'avait véritablement mentionné Élise après ce jour-là. Ni son nom sur les registres, ni appel aux familles, rien. Elle décida de retourner sur les lieux discrètement. Elle savait que ce serait risqué, mais elle avait besoin de réponses. Un après-midi, elle attendit que les élèves soient sortis et que le personnel commence à se disperser. Elle s'approcha lentement de l'école, longeant le mur extérieur, observant les fenêtres du bâtiment. Tout semblait normal. Des enfants rièrent dans la cour. Des surveillants discutaient entre eux et au fond, la silhouette de la directrice traversait le couloir vitré, droite et inflexible. Claire resta cachée derrière un buisson, le cœur battant. Elle n'était pas venue pour provoquer un scandale. Elle voulait simplement comprendre. Le lendemain, elle se rendit à la médiathèque municipale. Elle consulta les registres scolaires accessibles au public, espérant trouver une trace du prénom Élise dans les inscriptions de l'école primaire de Oisem. Elle feuilleta les documents avec attention, ligne après ligne, classe après classe. Mais aucun nom, aucun prénom Élise n'apparaissait dans les listes récentes. Elle passa l'après-midi à élargir sa recherche à d'autres écoles du quartier. Rien. C'était comme si l'enfant n'avait jamais été inscrite nulle part. Ce vide documentaire renforça ses soupçons. Elle se rappela les mots d'Élise. « Maman est au ciel, papa travaille beaucoup », une formule simple, presque trop parfaite, comme si on l'avait apprise à l'enfant pour éviter qu'elle ne dise plus. Claire tenta de contacter une ancienne collègue de l'école, Marie, une dame de la cantine avec qui elle avait partagé quelques pauses. Elle l'appela sous prétexte de prendre de ses nouvelles, glissa la question à la fin de leur conversation. « Dis-moi, Marie, tu te souviens d'une petite fille, Élise? Cheveux châtain clair, yeux verts, très discrète ?» Un silence suivi d'un soupir confus. « Élise? Non. Ça me dit rien, Claire. Tu es sûre qu'elle était chez nous? Parce que je crois pas avoir vu une enfant comme ça. » Claire remercia poliment et raccrocha. Elle resta quelques minutes à fixer son téléphone. Ce n'était pas une coïncidence. Une enfant de 6 ans, seule sous la pluie, et personne ne s'en souvenait. Personne ne l'avait mentionné. Il y avait forcément quelque chose de caché. Et plus elle y pensait, plus une angoisse sourde montait en elle. Qui avait intérêt à ce que l'on oublie Élise? Était-elle vraiment une élève? Était-elle seulement censée être là ce jour-là? Elle pensa à aller voir les services sociaux, mais elle savait qu'avec sa situation, elle serait prise pour une femme déstabilisée, en plein désarroi professionnel. Elle n'avait aucune preuve, si ce n'est un dessin et un bout de tissu. Et pourtant, elle sentait au plus profond d'elle que son intuition était juste. Élise n'était pas un hasard. Sa présence dans cette cour, son silence, son absence de traces, tout indiquait une anomalie, un trou dans un récit que personne ne semblait vouloir compléter. Ce doute s'infiltra dans chacun de ses gestes. Elle ne parvenait plus à dormir. Ses nuits étaient peuplées de rêves confus, où elle voyait Élise l'appeler sans émettre de son, ou se perdre dans un couloir sans fin.
Un matin, en ouvrant la fenêtre, elle aperçut au loin une silhouette d'enfant ressemblant à Élise marcher au bord du trottoir. Elle sortit précipitamment, pieds nus, courant dans la rue, mais la silhouette avait disparu. Elle se tenait maintenant devant son immeuble, haletante, confuse. Était-elle en train de perdre pied? Ou quelqu'un cherchait-il à lui faire croire que tout cela n'avait jamais eu lieu? Une seule chose restait intacte, sa certitude. Élise avait existé. Elle avait tenu sa main, elle l'avait réchauffée, elle l'avait nourrie. Et ce cœur dessiné maladroitement était la preuve que cette rencontre n'était ni un rêve ni une illusion. Elle jura intérieurement qu'elle découvrirait la vérité, même seule, même sans moyens. Car quelque part, une enfant attendait peut-être encore qu'on la voie, qu'on l'écoute, qu'on la reconnaisse. Un matin clair et frais, Claire se réveilla avec un sentiment étrange, une tension sourde qui parcourait l'air, comme si quelque chose allait changer. Elle s'étira, posa les pieds nus sur le parquet froid de son studio, puis s'agenouilla devant la petite table où reposait le dessin déchirant d'Élise et le morceau de tissu rose. Une détermination nouvelle l'envahit. Elle savait maintenant que sa quête avançait, que la vérité n'était plus seulement un rêve lointain, mais un objectif qu'elle atteindrait coûte que coûte. Pourtant, elle n'imaginait pas que le changement viendrait de l'extérieur. À 8h30, un coup sec retentit à sa porte. Elle sursauta, posa le foulard qu'elle s'apprêtait à enfiler et se dirigea vers l'entrée, le cœur battant. Elle l'ouvrit doucement. Un homme se tenait là, immobile, comme s'il attendait, calculant le moment exact. Il portait un costume gris, parfaitement ajusté, la cravate légèrement dénouée et les yeux voilés d'une neutralité polie. Ses mains étaient gantées de cuir noir. Il ne salua pas immédiatement. Il se contenta de la regarder, d'un regard posé, analysant la scène. « Madame Claire Martin ?» demanda-t-il lentement, sa voix neutre. Elle acquiesça sans un mot. Elle sentit ses doigts se resserrer autour du cadre de la porte. Cet homme ne parlait pas comme un inconnu. Il émettait une présence discrète, mais nette, qui lui rappela les agents de sécurité qu'elle avait parfois vus à la télévision officielle. Il s'inclina légèrement et tendit une enveloppe blanche, scellée, sans la marque d'une entreprise privée ni d'un service postal. Elle sentit la curiosité poindre, mêlée à une appréhension fébrile. « Je vous prie d'ouvrir ceci, madame. C'est de la plus haute importance. » Le ton était mesuré, mais l'intention était claire. Il ne s'agissait pas d'un prospectus ou d'un courrier irrelevant. Claire empocha l'enveloppe, la fit glisser à l'intérieur, referma doucement la porte et l'observa qui s'éloignait, disparaissant dans la rue silencieuse. Il ne s'était pas retourné. Elle attendit qu'il disparaisse pour aller s'installer sur son canapé. Elle prit une profonde inspiration, trembla légèrement, puis ouvrit le courrier. À l'intérieur, un papier fin presque chambranlant portait un sceau officiel. Le bras d'un blason inconnu, stylisé, dont seule la région semblait connaître. Aucun mot ne l'accompagnait. Juste une invitation formelle et concise. Rendez-vous le 30 juin à 10h, à l'hôtel de région bureau du gouverneur régional. Veuillez vous présenter muni de ce document. Sceau régional. Claire relut plusieurs fois. 30 juin, bureau du gouverneur régional. Gouverneur, ce mot revenait à ses oreilles comme un écho incongru. Elle se souvint lorsqu'elle avait nettoyé une statue dans la cour de l'école, une effigie datant d'un homme politique local. Rien ne l'avait préparée à être convoquée par un tel personnage. Une partie d'elle voulait refuser, puis son regard se posa sur le dessin d'Élise posé à côté du courrier. Elle frissonna à l'idée que cette convocation pouvait avoir un lien avec la petite fille. Son intuition, toujours affûtée, confirmait que cette visite n'était ni une coïncidence ni un hasard grotesque. Elle regarda l'heure. 8h50. Le rendez-vous était dans moins de 25 minutes. Mais elle se sentait déconnectée de son propre corps, comme si son esprit se trouvait ailleurs. Elle savait pourtant qu'elle était face à un moment clé. Elle avait le choix de fuir ou d'aller au-devant de ce qui arrivait. Elle posa ses mains sur ses genoux, inspira lentement puis sortit son manteau élimé. Elle prit la direction de l'hôtel de région situé à quelques rues de là, son esprit hanté par les questions. Qui l'attendait? Qu'attendait-on d'elle? Et pourquoi maintenant? Pendant qu'elle marchait, la ville lui paraissait différente. Les passants la croisaient sans la voir, les enseignes luisaient faiblement sous un ciel paresseux, et chaque souffle de vent semblait murmurer une vérité oubliée. Arrivée devant un bâtiment aux façades classiques,
Entre deux rangées de platanes silencieux, Claire sentit ses genoux vibrer légèrement. Elle entra, déjà guidée vers un salon d'attente aux murs beige, fauteuil feutré. On lui proposa un verre d'eau. Elle refusa. Une secrétaire la regarda, bienveillante, curieuse, sans poser de questions. On ne lui demanda aucun document supplémentaire que la lettre reçue, ni identité. Tout était orchestré. Elle n'était pas un cas individuel quelconque. Quelqu'un l'avait observée, identifiée, attendue. Quelqu'un au niveau régional. Au bout d'un long moment, elle fut conduite devant une porte ornée d'un nom et d'un titre en lettres dorées. Bureau du gouverneur régional. On frappa, lui ouvrit la porte. Elle entra. La pièce était plus sobre qu'elle ne l'imaginait. Meubles en bois sombre, grandes fenêtres ouvrant sur la ville, affinées par des rideaux blancs. Aucun drapeau ostentatoire, aucune effigie politique sur les murs. Juste une table, deux fauteuils, un bureau. Une chaise attendait en face de ce bureau, en retrait d'une famille de documents parfaitement ordonnés. Et au-delà de la table, il s'y trouvait. Un homme élégant, le regard posé, les mains jointes sur la surface. Il se leva avec calme lorsqu'elle entra. Elle sentit soudain toute son histoire reprendre chair, enveloppée d'une forme de douceur solennelle. « Madame Martin », elle s'inclina légèrement. « Je suis Régis Morel, gouverneur de la région Hauts-de-France. Merci d'être venu. » Elle sentit sa respiration se figer. Ce nom, les Hauts-de-France, la région incluant l'île. Son regard voulait comprendre ce qui se jouait, mais l'homme posa un doigt sur une pile de documents, puis sur le morceau de tissu rose devenu symbole de sa quête. « Je connais votre histoire. Votre geste, hier, a touché ma fille. C'est pour cela que je vous ai contacté. » Claire resta debout un instant, figée devant le bureau du gouverneur. Elle ne comprenait pas encore ce qui l'avait menée jusque-là, ni pourquoi cet homme, figure de pouvoir dans une région qu'elle n'avait jamais pensé pouvoir effleurer, connaissait son nom et son histoire. Régis Morel l'observait avec une intensité tranquille, le genre de regard qui n'appartient qu'à ceux qui ont vu passer des centaines de visages, mais qui savent reconnaître ceux qui comptent. Il lui fit un geste pour l'inviter à s'asseoir, qu'elle suivit avec hésitation. Le fauteuil était étonnamment confortable, le tissu dense, presque chaleureux. Elle posa ses mains sur ses genoux, consciente de leur tremblement discret. « Je me doute que tout cela vous paraît brusque », commença-t-il d'une voix calme, « et je suis conscient du déséquilibre entre nos rôles, mais je vous ai fait venir pour une raison claire. C'est en tant que père, bien avant d'être gouverneur, que je vous parle aujourd'hui. » Il se leva, s'approcha lentement de la grande fenêtre, regarda la ville en contrebas pendant un moment, avant de se retourner. Claire ne disait rien. Elle tentait de lire dans son attitude des indices sur la direction que cette conversation allait prendre, mais l'homme était maîtrisé, précis, impossible à deviner. « La petite fille que vous avez trouvée dans la cour de l'école, Élise, est ma fille. » Le souffle de Claire s'arrêta net. Elle sentit sa poitrine se serrer et son estomac se nouer. Une seconde de vertige la fit vaciller dans son fauteuil. Elle ne s'attendait pas à cette révélation. Jamais elle n'aurait imaginé que l'enfant abandonné ce jour-là fût la fille du gouverneur régional. Un silence s'étira entre eux, lourd, presque irréel. « Sa mère est décédée il y a un peu plus d'1 an, reprit-il doucement. Une leucémie, rapide, brutale. Élise a été brisée par cette perte. Elle a cessé de parler pendant plusieurs mois, ne mangeait presque plus. Nous avons tenté les thérapies, les changements d'environnement, mais rien n'y faisait. Elle s'est fermée comme une porte verrouillée de l'intérieur. Mon travail m'a forcé à prendre des décisions que je n'aurais jamais envisagées. J'ai demandé à ce qu'elle soit intégrée discrètement dans une école publique, loin de tout ce qui pouvait rappeler son ancienne vie, sans signalement particulier. C'était censé être temporaire. Il marqua une pause, retourna vers son bureau, s'y appuya légèrement. Ce jour-là, personne n'a été capable de prendre soin d'elle. Personne ne l'a vue, sauf vous. Vous, une employée invisible aux yeux des autres, vous avez été la seule à remarquer sa détresse, à lui parler, à la toucher, à lui offrir quelque chose de simple et essentiel. Un geste humain. Claire l'écoutait, bouleversée. Tout se recollait maintenant. L'absence de nom sur les listes, l'oubli collectif, le comportement flou d'Élise. Cet enfant n'avait pas été négligé par hasard. Elle avait été volontairement tenue à l'écart. Elle n'était pas une élève comme les autres. Elle était la fille d'un homme public brisé par une tragédie privée. Quand Élise m'a parlé de vous, c'était la première fois depuis des mois qu'elle prononçait des mots spontanés. Elle a décrit vos gestes, votre voix,
la chaleur de vos mains. Elle a dessiné votre visage. C'est cela qui m'a poussé à faire des recherches. Et quand j'ai découvert que vous aviez été renvoyé pour cet acte, j'ai eu honte. Il posa alors un dossier devant elle. À l'intérieur, une série de coupures de presse, des rapports, des documents administratifs. Tout retraçait les événements des derniers jours, y compris une lettre manuscrite de l'école justifiant le licenciement. Claire regarda les papiers sans les lire en détail. Elle sentait le sang battre à ses tempes, une chaleur monter dans ses joues. Elle ne savait plus si elle devait pleurer ou se taire. « Je ne peux pas effacer ce que l'on vous a fait subir, mais je peux reconnaître ce que vous avez accompli. Je voulais vous le dire en personne, et je ne compte pas m'arrêter là. » Il ouvrit un tiroir et en sortit une petite boîte en bois qu'il poussa lentement vers elle. Ce n'est pas une récompense, Claire. Ce n'est pas non plus un geste politique. C'est un remerciement personnel, d'un père à celle qui a su voir ce que personne n'a vu. Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, une broche discrète en argent représentant un rameau d'olivier, symbole de paix. Elle ne savait pas quoi dire. Aucun mot ne semblait assez juste, assez digne. « Vous avez bouleversé l'équilibre de ma fille par une simple présence. Je veux que les autres sachent ce que vous avez fait. Non pas pour vous glorifier, mais pour rappeler que dans un monde qui oublie trop vite, les gestes simples comptent. Et si vous me le permettez, j'aimerais parler de vous publiquement. » Claire leva enfin les yeux, croisant ceux de Régis Morel. Elle ne vit ni pitié ni calcul, seulement une sincérité désarmante. Elle acquiesça d'un mouvement léger. Ce qu'elle venait de vivre dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Et pourtant, une part d'elle restait ancrée, prudente. Elle ne cherchait pas la lumière. Elle voulait simplement que l'histoire d'Élise ne soit plus un secret. Le gouverneur appela alors un assistant qui entra pour noter quelques instructions. Claire fut invitée à rester encore un peu dans un salon adjacent pendant que Régis Morel préparait la déclaration. Avant de la laisser partir, il ajouta « Élise m'a demandé si elle pourrait vous revoir. Je lui ai dit que je ferais tout pour que cela soit possible. Vous avez, sans le vouloir, redonné un souffle à sa vie. » Et ce fut dans ce bureau, vaste et silencieux, que Claire comprit que son geste, fait dans l'ombre et sans attente, avait touché le cœur même du pouvoir. L'annonce eut lieu 2 jours après la rencontre. Claire n'avait pas été avertie de la date exacte, ni du contenu précis de ce que le gouverneur allait dire publiquement. Elle n'avait pas été conviée à l'événement, ce qui, au fond, la soulageait. Elle n'était pas à l'aise avec les projecteurs, les regards, les éloges. Elle préférait le silence des couloirs vides à l'agitation des caméras. Ce fut une ancienne collègue qui l'appela le matin même, essoufflée d'émotion. « Claire, tu es dans les infos. Il a parlé de toi, du geste, de la petite. C'est partout. » Claire eut du mal à comprendre au début. Elle ouvrit lentement son ordinateur usé, lança le site d'actualité régionale. En première page, le visage de Régis Morel, grave mais apaisé, sur fond du drapeau de la région. Le titre, en lettres noires, « Une inconnue au cœur immense », le geste d'une femme de ménage qui a bouleversé une enfant et un père. Elle cliqua, lut lentement. L'article retranscrivait le discours du gouverneur mot à mot. Il avait raconté la disparition de sa fille dans l'espace scolaire, l'indifférence générale, la tempête ce jour-là. Puis, il avait parlé de Claire. Il n'avait pas prononcé son nom de famille à sa demande, mais avait évoqué son métier, sa discrétion, sa gentillesse. Il avait dit « Elle n'a pas vu une élève négligée, elle a vu une enfant en détresse, et elle a fait ce que bien peu font dans ce monde trop pressé, elle a tendu la main. » Le reste de l'article détaillait l'émotion dans la salle, les journalistes émus, les applaudissements spontanés. Il mentionnait la broche, le dessin d'Élise, l'importance de redonner un visage à l'empathie. Claire, en lisant, sentit un mélange de chaleur et de vertige. Elle ne savait pas comment absorber ce qui était en train de se produire. Elle avait agi par instinct, sans réfléchir. Et voilà que son geste, si petit dans sa mémoire, devenait un symbole aux yeux du public. Les jours suivants furent d'un tourbillon qu'elle n'aurait jamais imaginé. Les journalistes commencèrent à frapper à sa porte, à laisser des lettres, à glisser des cartes dans sa boîte aux lettres. Certains voulaient une interview, d'autres un portrait. Elle refusa toutes les sollicitations. Elle ne voulait pas que son histoire soit réduite à un récit déformé. Elle ne voulait pas que l'on mette des mots dans sa bouche, ni qu'on l'utilise pour illustrer un discours politique. Elle voulait simplement que l'on se souvienne d'Élise. Mais les réseaux sociaux, eux, ne se contentèrent pas de silence. Les publications se multipliaient.
Certains racontaient l'histoire avec émotion, d'autres la déformaient à leur convenance. Il y avait des messages de soutien, de colère contre l'école, des pétitions pour qu'elle soit réintégrée. Des mères de famille de tout le pays partageaient leurs propres expériences d'enfants oubliés, isolés. Des enseignants témoignaient, certains avec culpabilité, d'autres avec solidarité. Claire lisait tout cela avec un détachement qu'elle ne se connaissait pas. Ce n'était pas qu'elle était insensible. Au contraire, elle était bouleversée, mais cette vague soudaine d'attention la laissait dans un état d'étrangeté profonde. Elle était la même femme dans le même studio. Rien n'avait changé et pourtant tout avait basculé. Un après-midi, alors qu'elle revenait du marché, une jeune femme l'aborda timidement dans la rue. « Pardon, vous êtes Claire ?» Celle de l'histoire de la petite fille. Claire acquiesça en silence, déjà prête à s'éclipser. « Je voulais juste vous dire merci. J'ai un fils qui a été longtemps invisible à l'école. Ce que vous avez fait, ça m'a rappelé qu'il y a encore des gens qui regardent vraiment les enfants. » Puis la femme s'éloigna. Claire resta là, figée, la main encore sur son sac de provisions. Cette phrase, simple et directe, la toucha plus que tous les articles publiés. Elle se rendit compte que ce qu'elle avait fait résonnait au-delà d'elle-même. Cela ouvrait des portes. Cela rappelait aux gens ce qu'ils avaient oublié, qu'un geste, même modeste, pouvait briser le mur de l'indifférence. Quelques jours plus tard, elle reçut une lettre manuscrite, cette fois sans en-tête ni signature, déposée discrètement dans sa boîte. Une écriture tremblante, presque enfantine, y avait tracé « Je vous ai vu, moi aussi. Merci d'avoir montré que nous comptons. » Aucune indication sur l'expéditeur. Elle garda cette lettre près du dessin d'Élise. 2 morceaux d'enfance, 2 preuves que les regards existent, même silencieux. Mais tout cela eut aussi des conséquences inattendues. Certains médias commencèrent à interroger l'école, à fouiller dans les décisions prises, à remettre en cause la gestion du personnel. La directrice, prise au dépourvu, tenta de se justifier dans une déclaration sèche, parlant de procédures, de malentendus. Mais l'opinion publique ne voulait plus entendre de règles, de formulaires. Elle voulait comprendre comment un acte d'humanité pouvait encore être puni. Claire, elle, ne voulait pas de vengeance. Elle observait tout cela avec une distance protectrice. Elle ne souhaitait pas que sa compassion devienne une arme, mais une conviction s'installait en elle, jour après jour. Elle ne pouvait plus retourner à l'ombre, pas après cela. Pas après avoir vu ce que pouvait provoquer un simple croissant partagé. Un regard attentif, une main posée sur une épaule d'enfant. Et même si elle ne savait pas encore ce que l'avenir lui réservait, elle sentait, confusément, que quelque chose s'était mis en marche. Quelque chose qu'elle ne pourrait plus arrêter, parce que l'empathie, une fois révélée au monde, ne pouvait plus être ignorée. Parce que le silence, une fois brisé, appelait à être entendu. Et parce qu'Élise, quelque part, continuait de dessiner des cœurs tordus pour rappeler à ceux qui oublient que chaque geste compte. Alors que l'histoire de Claire se propageait dans tout le pays, les réactions ne cessèrent de croître en intensité. Chaque jour, de nouvelles publications, de nouvelles discussions, des plateaux télévisés où des chroniqueurs débattaient de l'importance de son geste. Des éditoriaux louaient son humanité. Certains y voyaient une leçon pour l'administration, d'autres, une allégorie moderne sur l'invisibilité sociale. Claire, quant à elle, restait à l'écart de cette effervescence. Elle refusait les appels des médias, déclinait les invitations au débat. Son téléphone vibrait sans cesse, mais elle répondait rarement. Elle n'avait pas agi pour être entendue. Elle avait simplement vu une enfant qui avait besoin d'aide. Mais cette notoriété soudaine attira aussi un autre type d'attention. Une journaliste indépendante, Maude Leclerc, spécialisée dans les enquêtes sociales, s'intéressa à Claire au-delà de son geste. Elle ne cherchait pas le sensationnalisme, mais la profondeur. Elle voulait comprendre qui était cette femme que tout le monde encensait, mais que personne ne connaissait vraiment. Elle entreprit un travail discret, méthodique. Ce qu'elle découvrit ne tarda pas à apparaître dans un article bouleversant publié en ligne intitulé « Claire Martin, la voix douce de celle qu'on n'a jamais écoutée ». L'article fut un choc pour ceux qui le lurent. Il racontait, sans pathos mais avec précision, l'histoire que Claire n'avait jamais osé raconter. Née à Douai, abandonnée à la naissance dans un hôpital, sans mots, sans identité. Elle avait grandi dans différents foyers d'accueil, passant d'une famille d'accueil à l'autre, parfois bien traitée, parfois ignorée. Elle avait appris très tôt à ne pas faire de bruit, à se faire oublier, à ne pas déranger.
L'école n'avait jamais été un refuge, mais un passage obligé, un lieu de jugement silencieux. À l'âge de 16 ans, elle avait fui un foyer où elle se sentait étouffée et s'était débrouillée seule. Elle avait travaillé dans des hôtels, des restaurants, toujours dans l'ombre, avant de trouver un poste stable à l'école de Lille, où elle avait passé les 7 dernières années. Le récit était étayé par des témoignages de quelques éducateurs, de collègues, d'anciens responsables de foyer. Tous parlaient d'elle avec admiration, parfois avec remords. L'un d'eux, un ancien directeur de centre, disait « Claire ne se plaignait jamais. Elle était d'une douceur absolue. Mais je crois que nous n'avons jamais vraiment su voir la force qu'elle avait en elle. » Cet article provoqua une deuxième vague d'émotions publiques. Les messages de soutien se multiplièrent. Des associations de protection de l'enfance, des travailleurs sociaux, des éducateurs s'en emparèrent. On parlait désormais de Claire non seulement comme celle qui avait sauvé une enfant, mais comme celle qui, elle-même, avait été une enfant oubliée. Elle incarnait un double combat, celui de l'adulte bienveillant et celui de l'enfant résilient. Claire lut l'article seule, dans son studio silencieux, les volets entr'ouverts laissant filtrer la lumière de fin d'après-midi. Elle tremblait légèrement. Elle n'avait jamais parlé de cette partie de sa vie, pas par honte mais par habitude. Le passé était un poids qu'elle portait discrètement, sans se plaindre. Voir tout cela exposé, même avec respect, était une forme de mise à nu qui la troublait profondément. Elle passa la nuit à repenser à tous les visages, aux chambres partagées, aux lettres jamais reçues, aux anniversaires oubliés, et à ce qu'elle était devenue malgré tout cela. Elle se rendit compte que pour la première fois, elle était reconnue non pas pour ce qu'elle faisait, mais pour ce qu'elle était. Sa vie entière, faite de silence, de retenue, de gestes discrets, était désormais une lumière pour d'autres. Des jeunes femmes l'écrivaient pour lui dire qu'elle s'était reconnue en elle. Des éducateurs la citaient comme exemple dans leurs conférences. Une lettre anonyme, écrite à la main, lui disait simplement « Tu as survécu pour nous tous ». Ce passé qui l'avait toujours accompagné dans l'ombre devenait soudain une vérité utile, un chemin pour d'autres. Et cela lui donnait une étrange force. Elle, qui avait toujours vécu dans le retrait, comprenait qu'il était peut-être temps de se tenir droite, de ne plus s'excuser d'exister. L'histoire d'Élise avait été une étincelle, mais la sienne, désormais, brûlait aussi. Elle décida alors d'accepter une seule interview, une radio locale, à la voix douce, respectueuse. Lorsqu'on lui demanda pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait, elle répondit simplement « Parce que j'ai été cet enfant. Parce que je sais ce que ça fait de ne pas être vue. » Ce fut tout, mais ce fut suffisant pour que son récit continue de toucher ceux qui avaient oublié de regarder autour d'eux. Et pendant que la France découvrait peu à peu les strates de sa vie, Claire, elle, restait dans la même pièce, à côté du même dessin d'enfant, les yeux ouverts sur un monde qui, pour la première fois, lui ouvrait une fenêtre. Le matin était calme, presque figé dans un silence inhabituel. Claire était assise à sa table, le regard perdu entre les traits du dessin d'Élise et les lettres qu'elle avait reçues ces derniers jours. Des mots de gratitude, des récits anonymes d'enfance douloureuse, des témoignages de mères, d'instituteurs, de jeunes travailleurs sociaux qui voyaient en elle une figure de repère, un miroir humain dans lequel ils retrouvaient le sens de leur vocation. Pourtant, malgré toute cette attention, elle restait elle-même, la femme qui balaye, qui écoute, qui regarde en silence. Rien de tout cela n'avait changé son essence, et elle s'accrochait à cette humilité comme à un fil de fer tendu entre deux mondes. Ce jour-là, elle reçut un appel inattendu. La secrétaire du cabinet du gouverneur souhaitait la voir de toute urgence. Elle hésita. Elle pensait que tout avait été dit, qu'ils s'étaient quittés avec gratitude et reconnaissance. Pourtant, quelque chose dans le ton de la voix la poussa à accepter. Quelques heures plus tard, elle entrait à nouveau dans le bâtiment régional, cette fois plus assurée, bien que toujours réservée. Régis Morel l'attendait dans son bureau, debout, les bras croisés, visiblement nerveux. Il la salua chaleureusement, puis l'invita à s'asseoir. Il alla droit au but, sans détour. « Claire, je vais être très direct. Ce que vous avez déclenché dépasse de loin l'émotion médiatique. Nous avons reçu des centaines de messages, de lettres, de propositions. Il y a un élan qu'il serait criminel de laisser se dissiper. Et dans ce contexte, j'ai une proposition à vous faire. » Claire fronça légèrement les sourcils. Elle n'avait pas l'habitude que le monde lui tende la main. Elle se méfiait non pas par défiance mais par expérience. Trop souvent, les belles promesses n'étaient que des mots. Mais elle écouta.
Le Conseil régional, en lien avec plusieurs institutions de protection de l'enfance, souhaite créer un centre d'accueil pilote pour enfants en situation de vulnérabilité, un lieu où ils pourraient être écoutés, suivis, protégés, pas seulement avec des protocoles, mais avec de l'humanité. Votre histoire, votre parcours, votre regard en font la personne idéale pour diriger ce projet. Claire eut un instant de vertige. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Elle n'avait jamais dirigé quoi que ce soit. Elle avait à peine osé se faire entendre. Elle n'était ni psychologue, ni éducatrice diplômée, ni cadre administratif. Elle était une femme de ménage, une femme de silence et de gestes simples. Elle murmura, presque confuse, « Je n'ai pas les compétences. Je ne suis pas qualifiée. » Régis leva doucement la main. « Justement, nous avons des spécialistes, des professionnels que vous pourrez choisir. Ce n'est pas un poste technique. C'est un rôle de regard, d'impulsion, d'incarnation. Les enfants, Claire, vous les comprenez mieux que personne. Pas parce que vous les étudiez, parce que vous avez été eux. » Elle sentit sa gorge se nouer. Ce qu'il lui proposait n'était pas seulement un emploi. C'était un basculement de son existence, un passage de l'ombre à la lumière, une mise en jeu de sa pudeur, de sa tranquillité, de son univers intérieur. Elle pensa à sa vie d'avant, à la régularité presque monastique de ses journées, aux gestes familiers qu'elle répétait comme une prière. Accepter, c'était aussi perdre cette stabilité. C'était se rendre visible, exposé, fragile. Je vais devoir y réfléchir, souffla-t-elle. Bien sûr, répondit-il avec calme, mais sachez que vous ne serez pas seul. Nous mettrons les moyens. Vous serez entouré. Et surtout, vous ne devez rien à personne. Ce centre, s'il voit le jour, ce sera parce qu'une femme a tendu la main à une enfant. Et ce geste mérite de devenir une fondation. Claire sortit du bureau bouleversée. Elle marcha longtemps dans les rues, sans but. Elle traversa les places, les marchés, les boulevards familiers. Elle observa les visages autour d'elle. Certains la reconnaissaient, lui lançaient des regards complices, d'autres l'ignoraient totalement. Elle se sentait partagée entre deux mondes, celui d'avant, silencieux et discret, et celui qui s'ouvrait devant elle, vaste, incertain, exigeant. La nuit, elle ne dormit pas. Elle relut les lettres. Elle ouvrit un vieux carnet où elle écrivait parfois. Elle nota simplement une phrase. « Et si c'était à mon tour de tendre la main à ceux que personne ne voit ?» Ce fut comme un déclic. Le lendemain, elle retourna voir Régis Morel. Elle entra dans son bureau, les yeux clairs, la voix posée. « J'accepte. » Il ne dit rien pendant un instant, puis hocha la tête, visiblement ému. Il comprit que cette femme qui avait refusé toutes les caméras, toutes les récompenses, venait d'accepter le plus grand défi de sa vie. Un défi qu'elle relèverait avec la même grâce silencieuse qu'elle avait toujours porté. Et ainsi, Claire Martin, jadis invisible, s'apprêtait à devenir le visage d'un lieu où les enfants perdus pourraient, pour la première fois, être réellement vus. Quelques semaines après avoir accepté la proposition du gouverneur, Claire se trouvait plongée dans une routine nouvelle, faite de réunions, de dossiers, de choix à faire et de responsabilités à assumer. Chaque matin, elle découvrait un univers qu'elle n'avait jusque-là observé de loin, celui de l'organisation sociale, des institutions, des partenariats. Elle visitait des centres, rencontrait des éducateurs spécialisés, des psychologues, des architectes qui proposaient des aménagements pensés pour les enfants. Elle apprenait à parler devant des groupes, à écouter sans juger, à poser des questions précises. Malgré l'inconfort de ce monde formel, elle avançait avec une constance qu'elle ne soupçonnait pas en elle. Le centre, encore sans nom, prenait forme. Il devait ouvrir dans un ancien bâtiment municipal, rénové pour accueillir une trentaine d'enfants en situation de vulnérabilité. Il y aurait des ateliers, des espaces de parole, des repas partagés, des chambres d'accueil en cas d'urgence. Tout était pensé pour favoriser l'écoute, la dignité et la douceur. Et partout, dans chaque décision, dans chaque détail, on sentait la main discrète de Claire. Pas celle qui imposait, mais celle qui orientait, qui suggérait avec fermeté ce qu'un enfant ressentirait dans tel ou tel espace. C'est au cours de l'une de ses visites préparatoires qu'elle dut retourner dans un lieu qu'elle croyait ne plus jamais revoir, l'école où tout avait commencé. Le bâtiment avait été sélectionné pour participer à un projet pilote de partenariat avec le futur centre afin d'identifier précocement les élèves en difficulté. Claire savait que ce jour viendrait.
Elle s'y était préparée. Mais elle ne s'attendait pas à ce que la confrontation soit aussi immédiate. Dès son arrivée, elle sentit l'atmosphère tendue. Quelques enseignants l'accueillirent avec une gêne visible, oscillant entre respect et inconfort. Puis, dans le couloir principal, elle aperçut la silhouette droite et rigide de Madame Masson, la directrice, celle-là même qui l'avait congédiée sans un mot de compassion. Elle s'approcha lentement, ses talons résonnant sur le carrelage. Le silence se fit autour d'elle, comme si l'air lui-même retenait son souffle. « Madame Martin, dit la directrice d'un ton neutre, je vois que vous êtes revenue sous un autre statut. » Claire soutint son regard sans hostilité. Elle n'avait pas de haine. Juste une certitude froide. Cette femme, à l'époque, avait eu le choix d'agir autrement. Elle avait choisi la rigidité, l'obéissance au règlement, l'élimination de ce qu'elle percevait comme un écart. « Je suis ici pour le projet, » répondit Claire calmement. « Ce que je représente aujourd'hui n'efface pas ce que j'étais alors. Mais je ne suis pas venue pour moi. » La directrice baissa légèrement les yeux. Un pli amer apparut au coin de sa bouche. « Les événements ont pris une ampleur inattendue. Il y avait des procédures. Claire l'interrompit d'un regard, non pas tranchant, mais paisible et déterminé. « Je ne suis pas venue pour entendre des justifications. Je ne vous demande rien. Je suis venue voir si les enfants ici peuvent bénéficier d'un regard différent. » Elle s'approcha d'un mur où étaient accrochés des dessins d'élèves. Elle effleura un papier où une petite main avait dessiné une maison et un arbre, avec une phrase « Ici, je veux qu'on m'écoute ». Claire s'arrêta devant, silencieuse, puis elle se tourna vers Madame Masson, qui l'observait toujours, les bras croisés. « J'espère, Madame, que vous voyez les enfants autrement maintenant. J'espère que vous les regardez vraiment. » Elle n'attendit pas de réponse. Elle se détourna et continua sa visite, saluant au passage des enfants qui passaient en courant, riant, insouciants. Certains la regardèrent avec curiosité, d'autres lui sourirent simplement, sans savoir qui elle était. Mais dans ce regard d'enfant, Claire vit ce qu'elle avait toujours cherché, une présence, une reconnaissance muette, une vérité que les adultes oublient trop souvent. Elle termina la visite en discutant longuement avec l'enseignante référente du projet. Elle exposa ses idées avec simplicité, s'appuyant sur l'expérience vécue, sur les émotions concrètes. Son langage n'était pas celui des experts, mais il touchait juste. Elle parlait de confiance, de stabilité, de bienveillance, comme d'outils essentiels à toute pédagogie. À la sortie de l'école, elle s'arrêta un instant sur le trottoir. Elle se retourna une dernière fois. La façade lui paraissait inchangée. Mais quelque chose en elle avait profondément bougé. Ce lieu qui avait été celui de l'exclusion devenait désormais celui d'une transformation. Elle n'avait pas besoin d'obtenir des excuses. Sa présence, son retour, son calme étaient déjà une forme de victoire. En rentrant chez elle ce soir-là, Claire sentit une fatigue nouvelle, mais aussi une clarté apaisante. Elle n'était plus celle qu'on licenciait sans un mot. Elle était celle qui créait des espaces. Celle qui parlait sans hausser la voix, mais dont chaque mot trouvait sa cible. Et quelque part dans un coin de son cœur, elle savait qu'Élise, même sans comprendre toute la portée de ce chemin, serait fière de celle qu'elle était devenue. Les mois qui suivirent furent parmi les plus intenses et transformateurs de la vie de Claire. Chaque journée était désormais remplie d'activités concrètes, de décisions à prendre, de réunions à enchaîner, mais aussi d'élans humains imprévus. Le projet du centre d'accueil, désormais baptisé Maison Élise, sur proposition spontanée d'un enfant lors d'un atelier participatif, prenait vie au rythme des choix guidés par la sensibilité de Claire. Le nom avait d'abord suscité chez elle un émoi profond, presque douloureux, tant il renvoyait à cette fillette silencieuse qui avait bouleversé son existence. Mais rapidement, elle comprit que ce nom symbolisait plus que le souvenir d'un instant. Il devenait la bannière d'un lieu destiné à protéger ce que l'on oublie, ce que l'on efface, ce que l'on tait. Le bâtiment ancien avait été rénové avec soin, transformé en un espace ouvert et chaleureux. Pas de murs ternes ni de couloirs froids. Les couleurs étaient douces, les meubles pensés pour les enfants, les fenêtres larges pour laisser entrer la lumière naturelle. Chaque pièce portait la trace d'un choix réfléchi. Il y avait une salle d'expression libre, remplie de crayons, de papier, de murs en ardoise. Un salon de lecture avec des coussins immenses, une lumière chaude, et même un coin pour les confidences en tête-à-tête. Un jardin potager avait été planté à l'arrière du bâtiment,
un projet auquel Claire tenait particulièrement car elle y voyait une image parfaite de ce qu'elle voulait faire pousser, des enfants enracinés, libres, épanouis. Elle avait su s'entourer, pas de choix hâtifs, pas de collaboration imposée. Chaque personne recrutée avait été rencontrée, écoutée, testée sur sa capacité à voir les enfants comme des êtres entiers et non comme des problèmes à résoudre. Il y avait Léa, une ancienne éducatrice spécialisée, douce mais ferme, qui savait se faire respecter sans élever la voix. Il y avait Rachid, un psychologue aux yeux clairs et à la patience infinie, capable d'écouter sans jamais interrompre. Et il y avait Camille, la plus jeune de l'équipe, qui animait les ateliers de théâtre et qui disait souvent « Ici, même le silence est un langage ». Mais au-delà des professionnels, il y avait les enfants, ceux pour qui le centre avait été conçu. Ils arrivèrent peu à peu par l'intermédiaire d'assistants sociaux, d'écoles partenaires ou simplement par le bouche à oreille entre familles en détresse. Chaque enfant portait en lui une histoire complexe, un monde intérieur fragile. Il y avait Ahmed, 8 ans, qui refusait de parler mais construisait des maquettes de villes entières avec des blocs de bois. Il y avait Maëlle, 12 ans, qui écrivait des poèmes en secret dans un carnet qu'elle laissait volontairement traîner pour que quelqu'un les lise. Et il y avait Thomas, 6 ans, qui pleurait chaque matin mais finissait par rire chaque après-midi. Claire ne se contentait pas de superviser. Elle était là, présente, active. Elle aidait à préparer les repas, à ranger les livres, à ramasser les feuilles dans le jardin. Elle écoutait, elle rassurait, elle posait une main discrète sur une épaule tendue. Les enfants, instinctivement, allaient vers elle. Ils la sentaient juste, vraie, incapable de jugement. Elle ne promettait rien, ne forçait rien. Elle offrait un espace, un regard, une stabilité. Et c'était souvent tout ce dont ils avaient besoin. Elle ne parlait que rarement d'Élise. Mais certains soirs, quand le centre était vide et silencieux, elle restait seule dans la salle commune, fixant le dessin encadré qu'elle avait accroché au mur. Celui avec le cœur rouge un peu de travers et l'inscription « Merci Claire ». Elle se demandait ce que la petite devenait. Régis Morel lui avait promis qu'elle pourrait la revoir, mais pour le moment, il avait demandé du temps. Claire respectait cela. Elle savait que certains liens devaient se reconstruire à leur rythme. Et puis, d'une certaine manière, Élise était partout ici. Elle habitait les gestes de Claire, ses choix, sa tendresse. Un mercredi après-midi, alors qu'elle arrosait les premières tomates du jardin, Claire vit une silhouette familière passer la grille. C'était Élise, marchant lentement à côté de son père. La petite tenait dans ses bras une peluche un peu abîmée. Elle s'arrêta, regarda le bâtiment, puis tourna les yeux vers Claire. Un sourire mince apparut sur ses lèvres. Elle courut vers elle sans un mot et l'enlaça. Claire resta un instant figée, puis referma ses bras autour du petit corps tremblant. Il n'y avait rien à dire. Tout était là. Élise revint plusieurs fois, pas comme bénéficiaire du centre, mais comme invitée spéciale. Elle participait aux ateliers, dessinait avec les autres, écoutait sans juger. Elle semblait comprendre, malgré son jeune âge, ce que représentait ce lieu. Un après-midi, alors que Claire s'occupait d'un petit groupe de nouveaux arrivants, Élise s'approcha d'elle et lui glissa à voix basse « Tu m'as sauvée, Claire. Maintenant, tu sauves d'autres enfants. » Claire ne répondit pas. Elle savait que les mots, parfois, étaient de trop. Mais cette phrase resta en elle comme une pierre précieuse. Elle la porta dans les jours plus difficiles, ceux où les histoires étaient trop lourdes, les douleurs trop vives. Elle se rappelait alors pourquoi elle avait dit oui, pourquoi elle s'était levée, pourquoi elle avait osé franchir la frontière entre l'ombre et la lumière. La maison Élise n'était pas un miracle. Ce n'était pas un lieu où tout s'arrangeait en un clin d'œil, mais c'était un refuge, un espace de transition, de réparation. Un lieu où les enfants apprenaient qu'ils avaient le droit d'exister autrement qu'en silence. Et pour Claire, chaque rire, chaque confidence, chaque geste de confiance était une victoire, une brique dans ce nouveau but qu'elle avait construit avec ses mains, sa mémoire, et tout ce qu'elle avait gardé enfoui si longtemps. Le jour de l'inauguration officielle de la maison Élise arriva sous un ciel clair et doux, comme si le climat lui-même s'était accordé à la solennité apaisée de l'événement. La façade fraîchement repeinte du centre était décorée de guirlandes faites à la main par les enfants, avec des cœurs, des étoiles et des messages simples. Ici, on écoute. Merci pour l'accueil. Je suis en sécurité. La cour intérieure était remplie de rires, de voix d'adultes bienveillants, de journalistes discrets, d'éducateurs, de parents, de bénévoles.
Et au centre de cette agitation douce, Claire avançait lentement, comme dans un rêve éveillé. Elle portait une robe bleue marine simple, ses cheveux retenus par une pince qu'Élise lui avait offerte quelques semaines plus tôt. Elle n'était pas à l'aise avec les regards tournés vers elle, mais ce jour-là, quelque chose avait changé. Elle ne fuyait plus les sourires, elle ne baissait plus les yeux. Elle avançait avec une sorte de paix qu'elle n'avait jamais connue. Cette maison, ses murs, ses enfants, ses voix, tout cela avait été bâti avec sa mémoire, avec ses blessures, avec ses gestes. Ce lieu n'était pas une récompense. C'était une continuité, une réponse, une réparation. Le discours fut bref. Régis Morel, toujours digne, mais plus ému qu'à l'accoutumée, prononça quelques mots pour rappeler l'origine du projet, sans emphase, sans figure de style. Il parla d'un cœur partagé, d'un regard posé sur une enfant tremblante, d'une main tendue qui avait réveillé en d'autres une responsabilité. Puis il s'effaça pour laisser Claire parler, ce qu'elle fit d'une voix calme, droite, presque chuchotée. Ce lieu n'est pas une œuvre, ce n'est pas une institution, c'est une réponse à un silence. Je l'ai connu, ce silence, je l'ai porté longtemps. Aujourd'hui, j'espère que d'autres enfants pourront vivre autrement, qu'ils auront un endroit pour déposer ce qu'ils ne savent pas encore dire. Elle ne dit rien de plus. Les applaudissements furent sobres, respectueux. Personne ne tenta de prolonger ce moment. Tous comprirent que ces mots suffisaient. Ensuite, la fête commença. Les enfants guidèrent les invités à travers les pièces, montrant les salles comme s'il s'agissait de leur maison, ce qu'elles étaient devenues. On servit un buffet simple dans le jardin. Claire se tenait près du potager, observant la vie qui se déployait autour d'elle. Élise courait entre les arbres avec 2 autres enfants, riant d'un rire clair, insouciant. Elle semblait avoir grandi, comme si le poids invisible qu'elle portait autrefois s'était allégé. Claire la regardait avec tendresse, consciente que cet enfant avait été le point de bascule. Non pas une mission, non pas un appel mystique, mais une simple rencontre humaine, brutale et douce, qui avait tout changé. Sans Élise, elle serait restée dans les couloirs silencieux, à nettoyer les traces des autres. Grâce à elle, elle avait découvert qu'elle aussi pouvait laisser une empreinte. Alors que la soirée approchait, que les familles commençaient à partir, qu'on rangeait les nappes, qu'on repliait les chaises, Claire resta encore un peu dehors, dans la cour déserte, les bras croisés, les yeux levés vers le ciel. Une sensation nouvelle l'envahit. Ce n'était ni de la joie pure, ni de la satisfaction. C'était une appartenance, un sentiment rare, longtemps refusé, souvent imaginé, mais jamais ressenti. Elle était chez elle, pas dans un lieu physique, mais dans une fonction, dans un lien, dans une trace laissée. Cette maison, ses rires, ses enfants, ce jardin, tout cela constituait un foyer qu'elle n'avait jamais eu, un espace qu'elle avait construit pour les autres, mais qui l'avait, en retour, reconstruite. Elle repensa à sa vie d'avant, à l'enfant qu'elle avait été, aux nuits froides, au silence accumulé, au visage oublié. Et pour la première fois, elle ne sentit plus de colère, plus de vide. Elle sentit que d'une certaine façon, elle avait réussi à faire la paix. Elle s'assit sur un banc de bois, la lumière du crépuscule adoucissant les contours du jardin. Élise s'approcha, une fleur cueillie à la main, la lui tendit sans un mot, puis s'assit à côté d'elle. Elles restèrent ainsi, sans parler, comme si les mots n'étaient plus nécessaires. Claire passa un bras autour des épaules de la fillette, et dans ce geste simple, tout était dit. Il n'y aurait pas de fin grandiose, pas de chute spectaculaire, juste cette continuité douce, cette stabilité rare, ce sentiment d'avoir trouvé sa place dans un monde qu'elle pensait figé. Et si un jour les murs de la maison Élise devaient s'écrouler, si le temps emportait tout cela, il resterait toujours ce moment, ce cœur dessiné maladroitement, cette peluche tendue sous la pluie, ce croissant partagé, ce regard d'enfant levé vers elle. Claire Martin, jadis invisible, avait offert au monde ce qu'elle avait attendu toute sa vie, un refuge, et en le construisant pour les autres, elle s'était enfin construite elle-même.